Bonjour Anne-Claire. Coucou, ça va? Ça va très très bien, je te remercie. Je suis très très heureux de te retrouver dans le podcast aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Avec plaisir ouais, pour cette interview. On s'est connus il n'y a pas si longtemps que ça, à travers un événement en ligne. Et moi j'ai de suite accroché avec ton univers, avec ta façon de voir un petit peu le podcast, cette notion de montrer, de parler de soi, en fait, tous ces sujets qu'on va pouvoir aborder. Et du coup, ça m'a parlé et ça me tenait à cœur de t'interviewer. Merci de me donner cette occasion-là parce qu'effectivement, moi aussi, ça me tient à cœur tous ces sujets et je serais ravie de les partager avec toi et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Trop bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer qui tu es, un petit peu d'où tu viens, tout ce qui te semble pertinent pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas et qui te découvre aujourd'hui? Alors, je m'appelle Anne-Claire, j'ai 34 ans et j'habite à Barcelone aujourd'hui. C'est un lieu qui est important pour moi parce qu'il représente un petit peu la confiance que j'ai réussi à construire en moi de réaliser mes rêves parce que c'est une ville où j'ai habité quand j'étais plus jeune, quand j'avais 24 ans. Et je suis tombée en amour de cette ville très fort parce que le lieu est vraiment rassemble plein de qualités que j'aime dans une ville. Il y a un côté artistique, il y a la mer, il y a la montagne, c'est une joie de vivre aussi propre à cette ville qui m'a beaucoup touchée. Et à l'époque, je suis retournée à Paris, mais en me disant, un jour, tu habiteras dans cette ville. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir confiance dans ma capacité à réaliser ces rêves-là, parce que j'ai une personnalité qui arrive bien à voir où est-ce qu'elle a envie d'aller, c'est quoi les conditions idéales dans lesquelles j'aimerais vivre, quelles sont les conditions pour moi pour être heureuse, mais parfois je suis un peu dépassée pour savoir quelles sont les étapes qui me séparent de mon point A à mon point B. Et pour la première fois, non, pour la deuxième fois pour exact, j'ai réussi voilà, petit à petit mettre des petites pierres pour rendre ce rêve d'habiter un jour à Barcelone possible. Et voilà, j'y suis arrivée. Donc, yallah, j'y suis. Je vous parle de Barcelone. J'habite ici depuis 3 ans avec mon mari et ma fille qui est née ici. Et je suis aussi entrepreneuse dans le secteur des podcasts. C'est une carrière que j'ai commencée en même temps que mon changement de vie de Paris à Barcelone et qui est un métier passion qui rassemble à la fois ma passion pour la com, pour la communication et pour le marketing, qui était le secteur dans lequel je travaillais à Paris, D'accord. et une passion dans laquelle je suis tombée, qui sont les podcasts. Voilà. Énorme. Tu parlais de confiance. Mhm. Je pense que c'est une question qui est centrale pour plein d'entrepreneurs. Oui, c'est sûr. C'est le fait d'être à Barcelone qui t'a permis d'avoir la confiance. C'est parce que tu as eu la confiance que tu y allais. C'est parce que tu as créé ta boîte que tu as eu la confiance. Comment ça s'est passé pour toi? Je peux pas dire que j'ai la confiance, hein. Franchement, c'est encore un combat ou un cheminement, pour le dire de manière plus positive, de chaque jour. Mais déjà, d'avoir confiance dans sa capacité à passer à l'action, c'est quelque chose qui est venu en bougeant à Barcelone. Et le fait d'être entrepreneuse, c'est quelque chose qui me séduisait particulièrement pour ma possibilité de construire mon propre cadre de travail, ma propre fiche de poste. Quand j'étais salariée, j'étais toujours un petit peu frustrée, où je me bloquais moi-même de cette fiche de poste qui est un peu réduite, avec un certain nombre de personnes à qui tu parles, avec des horaires précis, des tâches précises, etc. Et l'entrepreneuriat te permet cette flexibilité, cette ouverture des possibles qui est illimitée. Donc ça me séduisait beaucoup. Mais après, elle peut être aussi paralysante parce que tu es face à un univers des possibles qui est immense. Mais quand, comme je l'expliquais, tu as parfois un peu de difficulté de dire quel est mon plan d'action, quelles sont les étapes par lesquelles je passe entre le bas de la montagne et le haut de la montagne. Et ça se travaille de se faire confiance dans, fais une première étape, regarde ce qui se passe, tu as le droit à l'échec, tu as le droit que ce soit pas parfait, tu as le droit de revenir en arrière, tu as le droit de dire que tu t'es trompé. Et tout ça, ça demande quand même pas mal de déblocage Mm. et de
choses à tester, des choses qu'on foire, des choses qu'on réussit, et comprendre pourquoi on a réussi. Et donc, c'est plus une expérimentation depuis 3 ans qui fait qu'aujourd'hui, oui, je peux affirmer que j'ai plus confiance en moi qu'il y a 3 Énorme. ans, mais on n'est pas arrivé non plus. Après, je crois que c'est un chemin, c'est le chemin de la vie aussi. Ouais, jusqu'au dernier jour. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as choisi le podcast? En fait, je suis tombée dans le podcast vraiment par hasard. J'étais salariée dans mon agence de com et j'étais un peu dans cette période, un peu avec toutes les antennes un peu déployées en mode tiens, d'apprendre quelque chose, j'ai envie de lancer mon propre projet, etc. Et il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis que je suis toute petite, c'est le féminisme, où je me sens féministe. Néanmoins, je sentais que quand je tombais dans des conversations que je juge un peu clichés, où on me renvoyait un peu ah mais t'es féministe donc tu penses si, etc. J'avais pas encore toutes les armes pour avoir une conversation constructive avec cette personne-là. Donc je me suis dit tiens, j'ai envie de creuser les théories féministes parce que voilà, qu'est-ce que c'est être féministe, voilà. Donc j'ai tapé interview féministe. Et je suis tombée sur un podcast qui interviewait deux autres podcasteuses, Lorraine Bastide et Charlotte Pudlowski, qui étaient interrogées dans Nouvelle École, et qui, Lorraine Bastide a créé la poudre, et Charlotte Pudlowski était interviewée comme la créatrice de Transfert, qui sont deux podcasts assez connus. Et du coup, je suis rentrée à la fois sur ce prisme de deux personnes qui sont féministes et qui développent cette pensée-là de manière militante, de manière construite, et aussi deux grandes podcasteuses. Et voilà, je suis rentrée dedans, je suis jamais sortie. C'est énorme. Qu'est-ce que, tu vois, dans ton quotidien, comment tu arrives à nourrir ta créativité? Comment tu arrives à peut-être à avoir des idées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, tu vois, qui se posent beaucoup de questions, qui ont du mal déjà à passer à l'action. Tu vois, je trouve que c'est inspirant parce que même par manque de confiance, peu importe, y aller. Tu vois, t'as lancé ton truc. Et du coup, je pense que c'est la première étape. Donc peut-être que tu peux parler un petit peu de ça. Et aussi après, pour continuer là-dedans, comment tu arrives à nourrir tout ça jour après jour finalement? Alors, comment oser se lancer? Ouais, j'ai une expérience personnelle à partager là-dessus. Au moment où je me suis dit, bon, les podcasts, c'est un truc de fou ce que je viens de découvrir, la qualité des contenus, et puis de découvrir qu'il y avait autant de podcasts qui existaient que je n'étais pas au courant, et beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, et que du coup, ça semblait être vraiment le sujet entrepreneurial dans lequel je voulais me lancer. Je me suis dit, je fais tout en même temps, je m'auto-piège. Donc, j'ai posé ma dème, ce qui est absolument pas... maintenant, avec du recul, je me serais plus conseillée à moi-même de faire quelque chose d'un peu plus transitionnel et en douceur. Mais donc, j'ai posé ma dème et j'ai annoncé à tout le monde que je lançais une boîte dans le podcast. Et en fait, c'est ce que j'appelle s'auto-piéger, parce que en me connaissant un peu mieux, je me rends compte que je passe à l'action et je respecte les engagements que je prends quand je les donne par rapport aux autres. Moi, les engagements que je prends par rapport à moi-même, je m'arrange toujours avec moi-même. Je me connais bien, j'arrive à négocier Tu s'il y t'en a moyen voudras de pas trop. moyenner, quoi. J'arrive bien à m'embobiner moi-même. Néanmoins, si je m'engage socialement auprès de gens que je connais, j'ai la fierté, et ma fierté, elle fait que j'ai envie de prouver que ce que je dis, je suis pas qu'une bonne parleuse, je suis une bonne faiseuse. Et donc du coup, là, j'ai proclamé publiquement que j'allais lancer une boîte dans le podcast, et ça a marché parce qu'en 3 mois, j'avais mon application qui était sortie sur les stores, etc. Donc ça m'a donné, ça a canalisé vraiment mon énergie à concrétiser cette idée qui avait germé en moi, et aussi un cliché que j'avais vis-à-vis de moi-même, un préjugé que j'avais vis-à-vis de moi-même, qui était, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Tu as des idées, tu as plein d'idées, mais les mettre en place, tu n'y arriveras pas. Comment tu l'as Et en fait, passé, je me ça? suis prouvé à moi-même que je le faisais. Je savais le faire. Et en fait, si je l'ai réussi une fois, ce complexe, il reste. Mais bon, je me prouve à moi-même que non, je sais passer à l'action. Donc, à force de me prouver à moi-même que ce complexe, il n'est pas vrai, j'imagine que il partira un jour. Partira. Est-ce que c'est, tu vois, moi, j'essaye dans mon quotidien, dès que je vois un truc qui me fait un peu peur ou tu vois, qui me challenge un petit peu et tout, de me dire, allez, c'est signe
que c'est important d'y aller et Mmh. qu'il faut mettre un petit peu d'énergie là-dedans. Je sais pas si c'est un truc qui partira avec le temps, mais en tout cas, il y a la satisfaction après de te dire: «Putain, je l'ai fait», c'est énorme, quoi et cette satisfaction, elle vient largement combler, la peur que tu as pu ressentir avant, finalement. Mmh. C'est vrai et un truc que je me dis et que j'ai appris plus dans mon expérience salariée quand je stressais pour des réunions et tout, en fait, la peur que tu as eue avant, proportionnellement, elle est rien par rapport à l'événement en lui-même et ça, je le sais. En fait, je fonctionne pas mal par, schéma où j'ai déjà vécu ce schéma, je sais que ça s'est déjà bien passé, donc j'ai confiance en moi de reproduire quelque chose de positif par rapport à Ouais, ce schéma que j'ai déjà vécu. Et effectivement, ouais, trouver quelque chose qui me fait peur, qui est stimulant, bah, c'est aussi ce vers quoi je vais. Néanmoins, là, je commence à être un peu plus bienveillante avec moi-même et de me dire que je peux aussi entreprendre des choses qui sont un peu moins hors de portée et je peux aussi m'appuyer sur mes forces, m'appuyer sur mes compétences. Et je vais plus chercher ce qui va me faire vibrer, ce dans quoi je me sens utile, ce de quoi je me sens à l'aise dans le flow dont on parlait. Et c'est comment est-ce que je peux m'améliorer toujours plus dans ce flow qui va plus me driver que quelque chose qui est totalement inconnu, qui me fait peur, qui va trop me déstabiliser. Parce que, ouais. en fait, partir à Barcelone, là donc je disais, j'ai déménagé, je suis passée du coup de Paris à Barcelone. Je suis passée de salariée à entrepreneuse dans un secteur très tech parce que j'ai commencé par lancer une application. Et en plus, je suis devenue maman en même temps. Donc du coup, j'ai fait un all-in, quoi, un jackpot des changements. Et j'ai mis un peu de temps à stabiliser tous les remous que j'avais introduits dans ma vie. Après, je suis bonne dans l'improvisation, je suis bonne dans le fait et puis ça m'excite le statu quo. Pas le statu quo, pardon, mais le from scratch, le fait Ouais, d'arriver, de devoir changer les règles et tout. J'aime bien ça, mais il faut pas non plus que je sous-estime l'impact que ça peut avoir profondément sur d'être très déstabilisé, de tout changer à la fois. mmh. Donc maintenant, j'essaye de faire plus des changements progressifs, pas démonter toute la voiture et puis se retrouver avec il était où cet écrou déjà, mais plus me dire bon bah je vais changer, je sais pas la portière arrière et puis l'aileron gauche, non, je sais pas, mais plus de faire une évolution progressive qu'une remise en question totale à chaque Total. fois. En termes d'énergie, c'est plus C'est bienveillant mieux. pour Tu moi. vois, je sens dans ta voix que t'es, je pense que c'est peut-être pour ça aussi le podcast, tu vois, t'es posé, il y a un discours qui est agréable, tu vois. Et on parlait un peu en off du côté perfectionnisme. Du coup, je pense Mm, qu'il peut être lié à ce truc de plus on est perfectionniste et plus tout ce qu'on fait, on trouve ça imparfait. Du coup, moins on s'écoute, tu vois. mm. C'est quoi ton chemin pour arriver à développer ta boîte, à la faire grandir, et en même temps, en parallèle, en te connectant à toi, en étant peut-être plus indulgente avec toi-même finalement dans ton quotidien? Comment t'as fait ça? Alors, il y a eu un grand moment qui était début 2020. Pour moi, le premier confinement français et européen a été un bon moment pour moi. Parce qu'en fait, si on récapitule, en 2018, je quitte Barcelone, je lance ma boîte et je fais une première proposition entrepreneuriale qui est de créer une application de recommandation de podcast avec un but premier qui était de me dire il y a beaucoup de podcasteurs qui créent du contenu de qualité et qui n'arrivent pas nécessairement à connecter avec leur audience. Et il y a des gens qui cherchent du contenu qui ressemble à celui qui est produit par ces podcasteurs, ces podcasteuses, et qui ne savent pas qu'il existe. Donc Mmh. moi, il y avait un mismatch, il y avait une rencontre qui ne se faisait pas, qui me frustrait beaucoup. Et la première proposition que j'ai faite à ce problème-là, que je voyais, c'était une application de podcast. Et donc, c'est se lancer dans un contenu et dans un produit tech qui est assez complexe. Tu Et connaissais rien pour là-dedans? j'avais des compétences. En fait, OK. j'étais chef de projet digitaux, donc D'accord. je connaissais tout ce qui était web, les refontes de sites, etc. Mais j'avais pas anticipé à quel point l'applicatif, donc le fait de créer une application mobile, était quand même un monde à part sur lequel il y avait une montée en compétences très forte à avoir de ma part sur plein de sujets dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail, mais qui sont vraiment capitales dans la conception, le fait de faire connaître son application, tout ça.
Et donc, j'ai fait une première version qui est sortie en 3 mois. Après, j'ai accouché, j'ai ma fille, et après, une deuxième version. Encore accouché après. Voilà, c'est ça. J'ai eu plusieurs accouchements. Et cette application, elle marchait, elle était utilisée par des gens, etc. Mais j'étais pas heureuse, en fait. J'étais pas heureuse et je comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais pas du tout à me plaindre. J'étais dans une ville que j'aimais beaucoup, sur un projet qui me passionnait fondamentalement. Entrepreneuse, je savais que je le voulais. Je me voyais pas revenir à d'autres types de jobs. Et il y avait quelque chose qui marchait pas. Et en fait, début 2020, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui va pas? Fais le bilan. Je suis seule, je crève de solitude. En fait, mon application, elle grossissait, mais elle grossissait pas assez vite pour pouvoir la monétiser et pour pouvoir recruter des gens, avoir une équipe. Et j'ai pas eu la chance de rencontrer un associé ou une associée qui serait venu structurer l'équipe, etc. Et donc, je travaillais au quotidien avec des freelances qui étaient, somme toute, très agréables, hein, mais c'était pas vraiment des gens qui partageaient mon quotidien, mes galères et tout. Et du coup, je me suis dit, début 2020, il y a une question qui m'obsédait, c'était c'est quoi la différence entre la persévérance et l'obstination? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que l'obstination, c'est faire quelque chose qui ne nous rend pas heureux, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, tu te fais à 90 jours, tu te fais une promesse, c'est de travailler avec des gens et de gagner de l'argent. Parce que c'est ça qui validera que t'es sur quelque chose qui va être en croissance et qui sera un cercle vertueux, etc. Et en parallèle de l'application, dans mon désir de rencontrer des gens, j'avais organisé des événements pour les podcasteurs et podcasteuses. C'était un peu sur un format TED Talk avec des personnes inspirantes qui venaient pas de l'univers du podcast pour apporter leurs idées, leurs points de vue, et avec une partie rencontre, connecting people avec un cocktail et tout. Et à ce moment de questionnement de début 2020, il y a une personne qui avait assisté à un de ces événements qui s'appelle Brice, qui vient me voir en disant tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait de la com, parce que moi je viens de lancer mon podcast mais c'est pas du tout mon truc, la com. Et je dis bah hey, salut, c'est moi. Je suis là. C'est moi. Et en parallèle aussi, j'avais eu un autre déclic ou une personne que, en fait, je rencontrais beaucoup de podcasteurs et que j'appelais spontanément pour donner des conseils, en disant, toujours avec mon envie de faire en sorte qu'ils soient plus visibles et transmettre ainsi mes compétences de com. Et j'organisais un peu des appels spontanés en disant, tiens, je te donne mes conseils, c'est sympa ce que tu fais et tout. Et une personne m'avait dit, mais là, l'heure qu'on vient de passer ensemble, tu la fais pas payer? Et ça avait fait ah ouais, c'est une bonne idée et tout. Et donc tout ça conjugué, je me dis, bon bah, lance-toi en com pour le podcast. Ça répond à ton envie initiale de donner les clés aux podcasteurs, podcasteuses pour rencontrer leur audience. Mais tu t'es plus dans un domaine que tu maîtrises, qui est ton domaine de prédilection, qui est la communication. Et là, je me suis dit, oui, je suis pas obligée de réinventer la poudre en tant qu'entrepreneur. Je peux aussi faire quelque chose que je sais déjà faire, mais le faire mieux, le proposer sous une autre forme, etc. Et cette autre forme, ça a été une envie de proposer un programme pour que ce que je propose, un programme d'accompagnement en ligne, pour que ce que je propose soit accessible partout, pas seulement en one-to-one, mais partout de manière digitale et à un plus grand nombre de personnes. Donc voilà comment j'ai évolué, de me dire que j'avais une certaine intention, j'ai proposé quelque chose, mais qui était peut-être trop ambitieux pour moi. La tech, ça demande un esprit très du détail, très de quelque chose de la perfection. Et je suis revenue à quelque chose que j'aimais bien, qui était de rencontrer des gens que je faisais spontanément, pour lesquels je me faisais pas payer. Et j'ai structuré par rapport à ça une offre qui me ressemblait plus, dans laquelle j'étais plus à l'aise, dans laquelle je me sentais plus en confiance. T'étais vraiment toi, quoi.
Voilà, j'étais vraiment Ouais. moi. C'est hyper intéressant, tu vois, parce que tu parlais de justement parfois de pas se faire payer pour faire ce qu'on Mm, aime faire et tout, parce qu'on se mm, rend pas compte. Et moi, j'ai le sentiment que justement, il y en a beaucoup, on l'appelle zone de génie, super pouvoir et mm, tout, ce truc-là, tu vois. C'est souvent ce truc-là où tu pourrais le faire naturellement, en fait. T'es trop mm, content de le faire, tu prends un kiff absolu, tu pourrais faire ça de tes journées. Et en fait, ça te paraît tellement banal, basique que, oh non, mais c'est bon, je t'aide et tout. Et c'est chouette que tu aies réussi, je trouve, à avoir le déclic de dire, mais c'est ça que je veux faire. mm, Je veux plus de ce que j'avais avant, parce que ça me rendait pas heureuse, mm, et je fonce, quoi. Et mm, ouais, c'est énorme. Mm. mm. C'est vraiment trop bien. Euh, Ton podcast, tu le vois comment? Est-ce qu'il t'aide dans ton quotidien? Est-ce qu'il peut y avoir un... Tu vois, moi, mon podcast, c'est dans le format, il y a un côté un peu... Là, je fais plus d'interviews parce que Mm. j'adore ce format-là, mais sinon, quand je parle tout seul, il peut y avoir un côté un peu, je vais dire thérapeutique, c'est un peu fort, tu vois, mais pour partager des messages juste assez simples auxquels je crois, ou des pensées, des choses comme ça. Est-ce Mm. que toi, comment tu vois le tien? Comment tu l'as structuré? Comment t'organises ton contenu? Alors, le fait d'avoir un podcast, effectivement, ça peut répondre à un objectif un peu de laboratoire d'idées, de creuser des réflexions qu'on a, de pouvoir les développer en même temps que de les partager. Il y a certaines personnes qui réfléchissent plus en écrivant et d'autres plus en parlant. Donc, ça peut être cet objectif-là, ou ça peut être un objectif aussi de mettre en valeur l'accompagnement qu'on a et de montrer aussi son expertise, ses compétences et de faire un peu comme un magicien qui montre, tu vois, ce chapeau, ce n'est pas qu'un simple chapeau, il y a il y a un lapin à l'intérieur. Un épisode de podcast et n'importe quel contenu, ça peut être aussi l'occasion d'une démonstration simple d'une compétence qu'on a et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on peut transmettre cette compétence, cette expertise pour que la personne qui écoute ait envie de se l'approprier, de passer à l'action. Et voilà, comment moi je le pense. En fait, j'ai eu un podcast en 2020 Ok, qui s'est arrêté et là, je suis en train de travailler sur mon prochain podcast. Donc, je suis un peu entre trop bien. deux projets, mais je peux déjà te dire comment est-ce que j'envisage mon prochain podcast. Déjà, il va s'intégrer au sein déjà du contenu que je crée. Ça va pas être une énième couche de millefeuille, ça va être une manière de mettre en avant, de mettre en valeur un contenu que je propose déjà, mais pour lequel l'audio est plus approprié. Donc, je vais vraiment réfléchir à la place du podcast au sein de ma stratégie de contenu en général. Et je vais réfléchir à mon podcast comme un moyen de mettre en mots, mettre en audio les valeurs que je porte de manière générale dans ma démarche professionnelle. En fait, dans les contenus que je crée sur Instagram, dans la newsletter que je rédige, dans le contenu vidéo que je propose dans mon programme Puzzle de EcoFactory, je suis toujours, ou même dans mes coachings individuels, je suis toujours drivée par 5 valeurs que je me suis listées, qui sont importantes pour moi. C'est la créativité, le fait de produire quelque chose de nouveau qui nous ressemble. Mhm. La curiosité, d'accueillir ce qui vient de l'extérieur avec bienveillance. Le pragmatisme, c'est le fait de passer à l'action après, après la réflexion. Et le collectif, c'est le fait que l'union fasse la force. Énorme. Ah, Et, c'est hyper pertinent, ouais. et donc, du coup, j'ai envie que mon podcast, comme n'importe quel contenu que je crée, soit une incarnation de ces valeurs-là. Quelque chose de créatif qui donne envie de s'approprier les choses, de le créer pour soi, de curieux, quelque chose qui vient de l'extérieur, auquel on ne s'attend pas, avec un peu de surprise. Le pragmatisme, qu'il y ait eu ce côté inspiration, déclic, mais qu'on sache comment l'implémenter pour soi. Et le collectif, parce que je mets en valeur, j'intègre d'autres personnes. Rien que, par exemple, dans mon programme, il y a d'autres personnes qui vont intervenir, des experts, etc. Il y a des masterclass où j'invite des gens, Mm. parce que pour moi, je suis pas la garante du savoir du podcast et mon ambition pour les gens que j'accompagne, elle va au-delà de mes propres compétences et j'ai envie d'inviter d'autres personnes à enrichir
ce que je propose Ça, aux gens que j'accompagne. ah, Voilà. c'est énorme. Ça me parle, tu vois, tout ce que tu dis, toutes ces étapes et tout. Pour toi, d'après toi, pour un entrepreneur, quelle serait la mission d'un podcast? Tu vois, quel serait l'intérêt d'avoir un podcast? Alors, pour un entrepreneur, on va se concentrer sur la partie entrepreneur. Mm. Déjà, quand on lance un podcast, il y a plusieurs questions que je conseille de se poser. C'est pourquoi toi, tu fais ce podcast? Qu'est-ce que toi, tu as à dire dans ce podcast et qui fait que quelqu'un d'autre n'aurait pas à le faire? Et en tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est de se dire, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que graphiste, par exemple, pourquoi toi, en tant que graphiste, tu vas dire quelque chose d'unique et de différent d'une autre personne qui serait graphiste. Et donc, ça a comme implication le fait d'y mettre de sa personnalité, de sa personne, mais aussi de sa démarche professionnelle. Et se dire, ça permet d'isoler aussi, en tant que professionnel, ce qu'on fait de différent, ce qui est unique dans notre démarche, et de s'assurer que notre podcast va bien mettre en valeur notre unicité en tant que personne, pour le personal branding, mais aussi en tant que professionnel, comme en faisant du podcast un levier de différenciation par rapport aux autres personnes avec lesquelles on pourrait être potentiellement en concurrence dans son secteur. Le podcast, en tant que professionnel, il peut aussi remplir un objectif d'acquisition client. Ça permet, c'est un contenu qu'on propose et qui permet de nous faire connaître auprès de futurs prospects. Néanmoins, j'y vois encore plus de potentiel dans la rétention. C'est dans le lien affectif qu'on va créer avec les gens qui nous connaissent un petit peu et qui auront envie de nous connaître plus. Et du coup, tout l'enjeu, ça va être du coup cette conversion entre les gens qui nous écoutent et les gens qui deviendront un jour nos clients. Voilà. Moi, tu vois, souvent on dit, quand on parle du mailing, on dit que en fait, tu arrives directement dans la boîte mail de la personne, c'est quelque chose d'intime. Et je trouve que le podcast, ça va encore plus loin. C'est que tu es directement dans les oreilles de la personne, comme une conversation que tu pourrais avoir avec une amie ou un ami, quoi. Et, Mais c'est rigolo que tu dis ça parce que dans les stratégies de visibilité que je construis pour les podcasteurs, podcasteuses que j'accompagne, je vois souvent le mailing comme complémentaire du podcast. Parce que l'audio, effectivement, elle permet de créer un lien intime et plus fort et plus longtemps aussi qu'un mail qui va se lire assez rapidement, pardon. Néanmoins, le mail, quand tu le reçois, il te permet une action qui est plus facile. On clique sur un lien, on est redirigé vers un article, vers un site, etc. Donc, je conseille souvent de réfléchir à comment est-ce que le podcast peut renvoyer vers l'email et l'email vers le podcast comme de un la roue, quoi. écosystème un peu. Un Ouais, écosystème, exactement. trop bien. Ouais, c'est hyper intéressant. J'adore. Comment tu arrives à mettre de toi dans ton podcast? Tu vois, moi, parfois, je te pose cette question parce que parfois, tu sais, j'adore discuter et du coup, j'aurais peut-être tendance à juste avoir une discussion dans le podcast. Et tout à l'heure, tu parlais du fait d'être utile dans le contenu que tu délivres, tu vois. Je me dis, attends, c'est bien juste de discuter, mais c'est chouette aussi s'il y a un intérêt pour la personne qui écoute, avec peut-être des infos, peu importe l'intérêt, tu vois. Et parfois, je me pose cette question de comment arriver à un bon équilibre entre mettre de soi, malgré tout, parce que tu vois, c'est ton énergie et c'est comme si tu avais une discussion, et à la fois rendre le truc qui est pas chiant, quoi, en gros, tu vois. Et j'ai l'impression que parfois, c'est pas toujours évident, en fait. En fait, c'est quelque chose qui se travaille un peu comme une boucle d'amélioration continue. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à ton meilleur pote ou à ta grand-mère, tu vas pas choisir les mêmes mots. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, ton auditeur, ton auditrice, tu peux le connaître assez au fur et à mesure de conversation pour savoir les mots que tu vas choisir. Et après, l'enjeu, ça va être de choisir tes mots à toi, avec tes petits tics de langage, par exemple, moi, je sais que, et c'est aussi quelque chose que je mets en avant, j'adore les métaphores, les images, par exemple, le syndrome de la personne sandwich. Bon, j'adore développer un Ça peu va des rester, conseils, ça. des images un peu choc. Ouais, je te parlerai de ce que c'est si tu veux après.
Et donc, du coup, tes propres mots, tes propres exemples ou tes anecdotes qui vont revenir, eh ben, tu vas les choisir de manière précise parce que tu sais que ça va faire mouche auprès de la personne qui va t'écouter. Donc, c'est à la fois de prendre en compte la personne qui va t'écouter pour lui proposer la bonne part de toi qui va lui parler. C'est quoi la personne sandwich? En fait, la personne sandwich, le syndrome de la personne sandwich, c'est pour moi une erreur classique que font tous les podcasteurs et podcasteuses et tous les porteurs de projets en général quand ils se lancent. C'est-à-dire que quand tu lances ton podcast, tu es tellement fier d'avoir sorti ta bande-annonce, ton premier épisode, tu trouves ton invité tellement passionnant que tu dis « Écoutez mon podcast. Hey, il y a cet invité dans mon podcast. Hey, tu as écouté mon podcast ?» Épisode 2, on est reparti. Tiens, j'ai un nouvel épisode qui est sorti. Tu as écouté mon podcast? Écoute mon podcast. Et en fait, tu penses que cette attitude de faire connaître ton podcast, elle passe par le fait de faire de la promotion, c'est-à-dire de parler de ton produit, alors que ça a un effet perverse qui est celui de la personne sandwich. Tu t'es déjà promené dans la rue, j'imagine, et vu une personne avec une pancarte devant et derrière qui faisait la pub pour un magasin ou un restaurant. Ton attitude, elle a été laquelle? C'est de faire je passe bien loin de toi, je n'ai pas envie de savoir de ce dont tu veux me parler. Et en tant que podcasteur, podcasteuse, d'avoir cette attitude de promotion où on parle juste de son produit, on peut avoir cet effet perverse de dire que les gens, même si le contenu est qualité, même s'ils pourraient être intéressés par le contenu, ils n'ont plus envie de t'écouter puisque pour eux, tu es du spam. Ouais. Et en fait, le reverse, le fait de renverser cette attitude de promotion vers de la communication, c'est de prendre en compte la personne à qui tu parles et d'engager une conversation. Et de présenter ton épisode sous un angle une introduction qui va les intéresser. De dire, écoute tel épisode avec cette entrepreneuse de folie qui a monté 3 boîtes, c'est beaucoup moins convaincant de toi aussi tu as envie de lancer ton entreprise et tu te demandes par quelles étapes on doit passer pour écoute mon épisode. C'est du copywriting pur et dur, mais c'est des techniques de base qui peuvent être un peu impressionnantes, qui en fait quand on comprend le principe de juste engager une conversation, poser une question et puis rendre les choses attrayantes pour la personne à qui on s'adresse, ça fait vraiment la différence. Ça change tout, hein. Énorme. Merci de toutes ces pépites. Tu nous disais que tu étais en train de lancer un nouveau podcast. C'est quoi ta mission avec ce nouveau podcast? Pourquoi tu fais ça en fait? Où tu te vois dans quelques années? C'est quoi le but derrière tout ça? En fait, ce podcast, il s'intègre dans mon projet global avec EcoFactory. Donc, EcoFactory, j'en ai un tout petit peu parlé, mais je vais juste reposer le décor. Ouais. Donc, c'est un programme d'accompagnement et c'est une communauté d'entraide entre podcasteurs et podcasteuses indépendants qui ont envie de faire grandir leur podcast, d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leur ambition secrète, celle qui ne s'avoue pas à eux-mêmes. Et pour ça, ma conviction, c'est que j'ai 2 convictions. C'est que souvent, le podcast, c'est un premier pas vers quelque chose. C'est une impulsion qu'on a eue de partager un message, de partager quelque chose, de répondre à un besoin d'un podcast qu'on cherchait et qu'on n'entendait pas nulle part. Mais c'est parce qu'on a en tête quelque chose d'autre après. Et donc, moi, mon but, c'est de faire réaliser quelle est cette image un peu plus grande et de donner les moyens pour que le podcast grandisse et créer une base solide pour ce projet qui vient juste après. Et ma deuxième conviction, c'est qu'un podcast grandit ou n'importe quel projet grandit autour et avec une communauté. Et donc ça, c'est vraiment ce à quoi on va travailler, parce que voilà, avec ce programme d'accompagnement, on va travailler sur la création d'une marque, la création d'un écosystème de communication, à rendre un podcast captivant, de bien le structurer, de bien raconter des histoires, et aussi l'animation d'une communauté. Et en fait, le but ultime, c'est que tu t'adresses à des personnes, qu'elles t'écoutent vraiment, qu'elles aient envie de contribuer à ton podcast, à ton projet, qu'elles aient envie d'en parler, qu'elles aient envie de le partager autour d'elles, et que la prochaine étape que tu leur proposeras, que ce soit l'ouverture d'un restaurant, l'ouverture d'un shop en ligne, elles aient envie d'y contribuer aussi. Et donc, c'est ce à quoi on travaille avec EcoFactory.
Et la mission que j'ai derrière, c'est, comme je disais, le podcast pour moi, c'est un élan, c'est un premier élan vers autre chose. Et ma mission, c'est que cet élan-là, c'est un message que tu as envie de porter à toi-même ou à d'autres personnes. C'est une nouvelle vision du monde, c'est une nouvelle histoire que tu as envie de raconter. Et c'est de donner les moyens, donc c'est des moyens de communication, des moyens d'organisation, des moyens d'entrepreneuriat, pour que cette ambition secrète, ce message que tu as envie de porter, il puisse vraiment rayonner et être entendu des gens à qui tu t'adresses. Énorme. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je pense, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui, souvent on entend parler de YouTube, de faire des vidéos sur YouTube et tout, et il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées parce elles sont pas du tout à l'aise avec ça. Et qui ont juste envie de partager un message et qui ont peut-être du mal à le faire juste par l'écrit ou des choses comme ça, parce qu'en fait, je trouve que l'énergie, tu parlais d'énergie tout à l'heure, l'énergie que tu transmets avec la voix en parlant de ce à quoi tu crois, a rien à voir parfois pour certaines personnes avec d'écrire juste un post, quoi. Et c'est vrai que le podcast, ça répond à quelque chose de, c'est primaire, c'est dans nos tripes, la voix. Je discutais avec Arnaud Guillou, qui est un coach vocal qui intervient dans le programme, notamment sur le fait de trouver sa voix. Et il me parlait de son expérience d'accompagnement de personnes qui ont envie de travailler leur voix, etc. Et il disait à quel point il y a quelque chose qui tient de notre identité dans la voix. Et que, en fait, de prendre le micro et de vouloir dire quelque chose, c'est un moyen de transmettre qui on est vraiment. Donc effectivement, il y a cet élan très personnel vis-à-vis du podcast. Et tu penses que, pour boucler la boucle, tu vois, on a commencé le podcast en parlant un peu de confiance en soi, légitimité, d'y aller et tout. C'est important d'être pleinement soi dans son podcast? Oui, moi je le conseille. Je le conseille parce que c'est un marathon, un podcast. On peut prévoir la fin, bien sûr, mais ça se compte en dizaines d'épisodes. Et donc, ça serait quand même dommage de ne pas garder le plaisir sur tout le chemin. Et c'est plus facile de faire ce marathon podcastique si on est soi, si on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous ressemble. On peut bien sûr commencer une course, un marathon avec je sais pas, à cloche-pied, mais à cloche-pied, ça va être quand même compliqué si on a eu l'habitude toute notre vie de marcher sur deux jambes. Et donc, c'est quelque chose que je conseille. Néanmoins, ça peut faire un petit peu peur, ce côté marque personnelle. C'est pour ça que je pose la question. Il y a cette peur d'être impudique, de s'exposer, d'être vulnérable, du regard que les autres vont porter sur soi. Et ça se travaille aussi, ce qu'on montre de soi. On peut choisir ce qu'on montre de soi. Et on peut choisir les imperfections qu'on va montrer. Parce que si on a envie de se montrer authentique, c'est qu'on a envie de montrer des qualités, mais des choses un petit peu plus brouillons ou un peu plus imparfaites. Et en fait, ça se maîtrise aussi. Quelles sont les imperfections qu'on montre. Et ça se travaille sur la durée. Ça, c'est quelque chose que j'aborde souvent avec les membres que j'accompagne, et parce que on a souvent en tête un peu le cliché de l'instagrammeur ou de l'instagrammeuse qui montre des choses qui se répètent mais qui ne sont pas nous, et on a un peu cette tension de ouais, mais non, c'est pas moi, je saurais pas faire ça, etc. Et on s'imagine que se montrer, se mettre en avant, ça répond à des recettes très préétablies, alors que la seule recette, c'est qu'est-ce que tu as envie de montrer et pourquoi. C'est tout. Non, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, que tu n'as peut-être pas dit, un message que tu aimerais faire passer, ou voilà, quelque chose qui te tiendrait à cœur de partager? Je pense qu'il n'y a personne qui regrette d'avoir lancé son podcast. Parce que ça fait découvrir beaucoup de choses sur soi, ça permet aussi de développer des nouvelles compétences, ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes de manière assez simple. Et donc j'encouragerais cette personne qui nous écoute, qui se pose la question à se lancer, en étant très claire avec soi-même sur qu'est-ce qu'elle a envie d'y trouver, et de faire en sorte que le podcast qu'elle crée
lui apporte quelque chose à la fin. Je pense que c'est important quand on a une entreprise et qu'on se dit j'ai envie d'avoir ce support-là, de se mettre fixer un objectif, d'avoir une vision pour son podcast. Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que je fais un podcast parce que j'ai ce défi d'écrire un livre et que ça me permettra de faire un premier brouillon parce que je suis plus à l'aise à l'oral, ou c'est parce que j'ai envie de construire ma visibilité auprès d'une certaine communauté, c'est parce que j'ai envie de et de se dire j'ai envie de qu'est-ce que j'en attends en retour, parce que c'est beaucoup d'investissement, qu'est-ce que j'en attends en retour et quel podcast je crée, quelle stratégie je crée autour de mon podcast pour que les résultats viennent et être sûr de ce qu'on attend. Au-delà des objectifs qui sont des choses un peu plus chiffrées, un peu plus concret, quantitatives, un peu moins émotionnelles, il y a aussi le côté émotionnel de j'ai envie d'être reconnu pour, j'ai envie d'être connu par, voilà. Énorme. Anne-Claire, merci du fond du cœur. Si quelqu'un qui t'a écouté, tu vois, et qui a envie de te découvrir, d'en apprendre plus sur toi, de te suivre, où elle peut aller, où il peut aller? Alors avec grand plaisir pour continuer cette discussion en one-to-one sur LinkedIn à Anne-Claire Lecat, L-E-C-A-T, ou bien sur Instagram, EEKO, E-E-K-O, Factory, F-A-C-T-O-R-Y. Voilà. Je mettrai les liens dans la description du podcast. Trop cool. Je t'embrasse et encore une fois, merci pour ton temps et merci de nous avoir partagé avec le cœur tout ce en quoi tu crois. Merci pour ton accueil. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.